Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et à 8h16 sur Bretagne 5, tout de suite, notre invité politique de la matinale, c'est Mathieu Guillard. Il est président du Parti breton et il a bravé les bouchons, les embouteillages pour venir depuis Rennes jusqu'au studio de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, on va parler autonomie ce matin. Il y a encore quelques années, le mot aurait fait bondir, je suppose. Aujourd'hui, on en parle de façon tout à fait décomplexée dans les médias, dans la presse et même au conseil régional par la voix de Loïc Chenet-Girard, son président, qui a dit « Et pourquoi pas nous ?» en parlant d'autonomie suite à l'expression du président de la République qui était en visite en Corse la semaine dernière. Alors pourquoi pas nous finalement ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un mot qui aujourd'hui est devenu courant, toutes tendances confondues, quasiment, dans la vie politique française. Et c'est bien que le président de la République l'ait prononcé dans son discours face à l'Assemblée territoriale de Corse, par exemple. On voit que les présidents de région le prononcent, Loïc Chenet-Girard, Carole Delga pour la région Occitanie. Par ailleurs, si on remonte 2 ans en avance à la campagne des régionales, on voit que toutes les listes parlaient d'autonomie et défendaient l'idée d'autonomie, y compris Loïc Chenet-Girard. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là, en fait ? J'allais vous poser la question, justement. Oui, parce que, voilà, en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on utilise le mot un peu... à tort et à travers quelquefois, et on confond l'autonomie et une simple décentralisation. Et beaucoup en fait d'acteurs politiques que je viens de citer finalement parlent, notamment Loïc Chenet-Girard, en réalité parlent de décentralisation plus ou moins poussée, mais pas parle-t-il d'une véritable autonomie avec un pouvoir normatif, avec une assemblée unique de Bretagne qui permettrait d'avoir une collectivité unique qui serait plus efficace que ce morcellement avec la Bretagne aujourd'hui entre 2 régions, 5 départements, enfin c'est assez compliqué. C'est pas sûr. Et c'est vrai pour lui, mais c'est vrai aussi pour les autres tendances politiques qu'on peut retrouver au conseil régional de la Bretagne administrative, puisqu'ils ont rendu un rapport ces derniers jours au moment du congrès des régions à Saint-Malo qui avait lieu il y a quelques jours. Et c'est un rapport qui a été rédigé de Europe Écologie à LR et du PS à l'UDB, etc. Donc ils étaient une vingtaine. Et ce rapport qui a été remis à Loïc Chenet-Girard apporte de l'eau au moulin de Loïc Chenet-Girard, mais de l'eau au moulin d'une décentralisation, en fait, d'une autonomie. En fait, c'est une grosse, si vous me permettez le terme, une grosse décentralisation, mais pas complètement l'autonomie. C'est pas ce qu'on appelle l'autonomie, en fait. L'autonomie, où est passée l'Assemblée de Bretagne, déjà, dont on parlait beaucoup au régional. On n'en parle plus du tout. Pour les auditeurs, l'Assemblée de Bretagne, c'est finalement, on fusionne les conseils départementaux et le conseil régional. Et là, dans ce rapport, en fait, on conforte non seulement les départements, ce qui est un peu antinomique, mais en plus, on conforte les préfectures. Donc là aussi, je ne vois pas comment on peut à la fois être autonome et avoir des préfets. En fait, c'est contradictoire. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut, alors j'allais dire chasser, mais le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, demander à ce que l'État central ait moins de prégnance sur la Bretagne, moins de prégnance et qu'il puisse faire confiance aux régions pour gérer un certain nombre de dossiers, avoir un certain nombre de compétences. Alors, il faut avoir des compétences de A à Z pour pouvoir mener des politiques, que ce soit en emploi, en enseignement, en transport, en énergie ou en culture ou autre. Donc actuellement, ce n'est pas du tout le cas. On a des régions naines politiquement, avec des tout petits budgets et qui ont des bouts de compétences, mais qui ne peuvent pas mettre en place des politiques globales. Par exemple, il n'y a pas de politique industrielle en Bretagne. Ça, c'est un problème, en fait. Alors qu'on a des entreprises dynamiques, on a personne pour mener une stratégie, en fait, économique et une stratégie industrielle. Mais il y a plein d'exemples comme ça qu'on retrouve dans la vie quotidienne des gens, en fait. On voit aujourd'hui que la manière centralisée de gérer la société ne fonctionne plus. Les services publics sont tous à l'os. Santé, je sais pas, l'administration des impôts, il y a la sécurité aussi ne fonctionne pas bien. Voilà. Il faudrait pouvoir avoir un propre budget beaucoup plus conséquent. La Bretagne, c'est un petit peu plus d'1,2 milliard, je crois, de budget. C'est ça. Avoir un budget plus conséquent, ça veut dire aussi peut-être lever plus d'impôts ?
Ça va peut-être faire grincer des plus dents. d'impôts ou mieux d'impôts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les impôts partent quasiment tous à Paris et reviennent en partie uniquement. Donc il faudrait pouvoir effectivement avoir le pouvoir fiscal de lever l'impôt et de gérer que voilà la collectivité Bretagne à 5 départements évidemment gère ses impôts pour mener ses politiques. Alors je voudrais dire que ça c'est ce qui existe déjà partout en Europe. Hein. La France est une exception. Vous avez quelque chose comme 350 régions dans l'Union européenne et elles sont toutes autonomes en réalité. Et on donne souvent l'exemple des Länder allemands, mais il n'y a pas que l'Allemagne, c'est tout. Tous les États aujourd'hui fonctionnent comme ça et ça fonctionne. Donc la France aujourd'hui a du mal à passer à autre chose. Il y a un certain nombre de tabous. On a vu Emmanuel Macron en Corse, qui a fait un discours qu'on a qualifié d'historique. Moi, je ne pense pas que ce soit historique, mais ce que je constate, c'est que déjà, on a des mots qui sont tabous. On utilise des termes, il parle de communauté insulaire corse, au lieu de parler de peuple corse ou de Corse, tout simplement. Il y a des mots comme ça qui sont encore difficiles à prononcer. Et on parle quand même d'une autonomie, mais dans l'État français. Oui, alors on parle, mais même ça, en fait, la présidence de la République et d'une manière générale, la classe politique française a du mal à l'imaginer en réalité. Pour certains territoires, c'est-à-dire que pour l'Île-de-France, il n'y a pas de problème pour être autonome, mais pas pour la Corse ou la Bretagne. Là, ça devient plus difficile. Il y a une forme de... Or, c'est un droit. Les Corses constituent un peuple, les Bretons constituent un peuple. C'est un droit à l'autodétermination qui est reconnu par tous les grands textes internationaux. C'est ça aussi qu'il faut voir, en fait. Ce n'est pas juste des régions administratives. Ce qui fait l'essence de ce droit-là, c'est l'existence d'un peuple, le fait que la Bretagne soit un pays, etc. Et ça, c'est ce qui est complètement oublié dans le rapport qui a été remis par les conseillers régionaux de Bretagne à Loïc Chénégirard à l'occasion de l'Assemblée des régions de France à Saint-Malo, là, au moment où Emmanuel Macron était en Corse. Il y a une forme d'angoisse, de peur des responsables politiques dès qu'on prononce le mot autonomie. Alors je ne vous parle pas d'indépendance, parce que j'ai quelques messages qui tombent qui nous disent la Bretagne est indépendante, comment ça va fonctionner? On parle bien d'autonomie et pas d'indépendance. Oui, alors ce sont effectivement deux choses différentes. Bon, la Bretagne, ce n'est plus approuvé à tout à fait les moyens de se gérer elle-même. Là encore, il suffit de comparer avec des centaines d'autres territoires, ne serait-ce qu'en Europe. Nous avons tout à fait les capacités pour cela, sur le plan économique, sur le plan fiscal, sur le plan de la société, tout simplement. Oui, il y a sûrement une partie de peur, de crainte. Je pense qu'il y a aussi du mépris et de la condescendance. Voilà, pour dire les choses clairement. Donc, on doit établir un rapport de force avec Paris, ce que ne fait pas Loïc Chénégirard. Loïc Chénégirard, il est plutôt à essayer de s'excuser, en fait, en disant « Mais si, mais donnez-nous du pouvoir, on ne craignez rien. » Mais ça fonctionnera jamais comme ça avec Paris. Avec Paris, c'est un rapport de force qu'il faut avoir. Donc les nationalistes corses l'ont bien compris. Ils ont mis en place cela. On va voir comment ça évolue. C'est pas encore fait. Je pense que le projet d'Emmanuel Macron ne va pas se faire parce qu'il faudrait les 2/3 du Parlement pour changer la Constitution. Et donc ça n'arrivera jamais. Et les députés, les élus de la Drôme, d'Auvergne, du Loiret ne vont jamais donner ça à la Corse. Il faut un consensus politique finalement. Oui, mais il n'arrivera jamais à ce consensus au niveau de l'Hexagone. En revanche, ça fait quand même 5 fois aux élections que les Corses donnent une majorité autonomiste. Donc il y a une volonté populaire en Corse pour cela. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut trouver la légitimité démocratique, à mon avis, pour donner l'autonomie à la Corse. Mais au niveau français, ça n'arrivera jamais. Et même dans l'hypothèse où ça arriverait, ensuite, Emmanuel Macron a bien spécifié dans son discours, de toute façon, ce sera soumis au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. Et quand on voit comment ces institutions sont très politiques, avec des nominations du président qui sont très très politiques et très très jacobines, avec des gens qui quelquefois connaissent même pas le droit constitutionnel, on sait que ça se fera pas. Et je pense qu'Emmanuel Macron le sait très bien. Cela étant dit, c'est pas grave parce que les politiques corses, Gilles Simeoni en tête, ils créent un rapport de force politique, donc je pense qu'ils ont conscience que ça non plus, ça n'aboutira pas dans l'état actuel des institutions françaises, mais ça peut créer un rapport de force qui ensuite fera évoluer les choses politiquement, parce que
c'est sur le plan politique que ça se passe en réalité. C'est ce qui manque finalement à la Bretagne, ce rapport de force politique. Exactement, ça manque complètement. Loïc Chenet-Girard, qui avait repris le slogan du Parti breton d'ailleurs au régional, moins de Paris, plus de Bretagne, qui commence par l'appliquer. Je veux dire, là, on est dans... donnez-nous un peu de pouvoir, n'ayez crainte. Non, ça ne marchera jamais, ça. Il faut créer un rapport de force, et donc aucune formation politique de LR à l'UDB qui ont rendu ce rapport ne sont dans ce rapport de force-là. Ils disent dans leur rapport... il faut faire la même chose pour toutes les régions. Ça aussi, c'est une erreur. Ce dont a besoin la Bretagne n'est pas la même chose que ce dont a besoin l'Auvergne ou la Normandie, par exemple. Il y a des spécificités, finalement, mais oui, bien pour sûr. chaque région. Chaque situation est différente. Donc, vouloir, encore, c'est cette obsession de l'uniformité qu'on veut plaquer par le haut, ça ne marchera jamais. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Nous, au Parti breton, si nous rentrons au Conseil régional la prochaine fois, nous prendrons les choses par le bon bout. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est noté, Mathieu Guillard. La présidente du groupe droite centre et régionaliste, Isabelle Le Callennec, au Conseil régional, a dit qu'elle avait co-signé ce rapport, justement, transpartisan pour plus d'autonomie pour la Bretagne. Donc là, il y a une part de volontarisme. Par contre, il y a quand même des résistances. On pense à Maël de Calan, qui est le président du Conseil départemental du Finistère, qui émet des réserves sur l'autonomie possible de la Bretagne. Et de son côté, Gilles Penel, qui est le président des élus RN au Conseil régional de Bretagne, dénonce, lui, sur un message qu'il a posté sur X, anciennement Twitter, je cite, « Une poignée d'élus de gauche et de droite en manque de notoriété et probablement nostalgique de la féodalité ». Alors, est-ce qu'on revient à la féodalité si on devient autonome ? Non, bon, ça, c'est des propos je sais même pas quoi dire par rapport à ça, tellement c'est idiot comme propos. La féodalité, elle existe grâce au centralisme. En réalité, les baronnies locales existent grâce au centralisme et en particulier au département. Donc, il est complètement Enfin, c'est l'inverse en fait. Mais de la part du RN, c'est pas étonnant parce qu'en réalité, le Rassemblement national est un parti ultra jacobin, anti-breton et qui voulait même supprimer les régions. Ça, je le rappelle tout le temps. En 2017, Marine Le Pen, dans ses 120 propositions pour la présidentielle, avait dit « Je ne garde que l'État, les départements et les communes ». Donc on est dans la centralisation totale. Et donc ça veut dire qu'elle supprimait les régions, en fait. Et ensuite, il se présente au régional, Gilles Penel, en disant « J'adore la Bretagne ». Donc c'est un peu quand même tromper ses électeurs. En ce qui concerne LR, écoutez, je crois que Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère, ou David Lapartien du Morbihan, font une faute politique en se prononçant contre l'autonomie. L'autonomie, c'est donner du pouvoir aux Bretons, et eux, ils veulent rester dans leur pouvoir départemental. Voilà, ils ont un réflexe départementaliste, en réalité, alors qu'évidemment, il faut aller vers l'échelon régional. Aujourd'hui, c'est ça qui est le bon échelon, c'est l'échelon pertinent. Encore une fois, dans une Bretagne réunifiée, c'est très important. Là aussi, ce n'est pas assez souligné. La question, parce que si demain, il y a par exemple, on peut imaginer un référendum pour demander aux Bretons ce qu'ils pensent de devenir autonomes, finalement, est-ce que ça sera à 4 ou à 5 ? À 5, évidemment, parce que, alors, en fait, là aussi, il y a une ambiguïté de Loïc Chenet-Girard et de tous ces groupes au Conseil régional qui lui ont remis son rapport. C'est qu'on ne sait jamais trop si on parle de la région Bretagne ou de la Bretagne, c'est-à-dire la Bretagne en tant que pays avec les 5 départements. Si on parle d'une région administrative, effectivement, pourquoi se distinguer de l'Auvergne, de la région centre ou que sais-je ? Si on parle de la Bretagne, on parle d'un pays européen, donc c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout les mêmes droits et les mêmes enjeux. Donc nous, on parle bien de la Bretagne, on sait ce que c'est. Donc ça se passe évidemment à 5 départements et c'est vrai que c'est peut-être pas assez souligné et on risque d'avoir une classe politique là actuellement bretonne qui va peut-être obtenir certaines compétences mais dans le cadre des 4 départements. Donc en fait c'est assez pervers en fait comme évolution. Donc il faut absolument obtenir la réunification de la Bretagne pour avoir une Bretagne plus forte, plus cohérente, qui a de nombreux atouts, mais qu'on pourra mettre en harmonie, en cohérence, à 5 départements. Donc ça, c'est très important. Donc évidemment, Paris va freiner les cas de fer. Là encore, c'est un rapport de force politique qui va faire qu'on va pouvoir obtenir cette réunification pour une assemblée de Bretagne unique, encore une fois, une collectivité unique. C'est vraiment ça notre projet au Parti breton. Nous, c'est ça qu'on défend. Et on voit que les autres qui disent, du bout des lèvres, défendent ça finalement depuis plusieurs années. Eh ben, dans les faits, là, aujourd'hui, au moment où Emmanuel Macron prononce le mot autonomie,
ils sont presque plus timides que Emmanuel Macron lors de son discours en Corse, quoi. C'est incroyable, en fait. Ils sont vraiment timorés, quoi. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Profite pas de la dynamique, finalement. Non, pas tellement. On dit du bout des lèvres. Alors, bon, les médias parisiens en ont fait des tonnes en disant « Ah, ça y est, Loïc Chéné-Girard, le président de la région, demande l'autonomie et tout. » Mais en fait, non, il ne la demande même pas. Donc, est-ce que, en fait, ces journalistes ont lu le rapport du conseil régional, de tous les groupes politiques? Je n'en suis pas sûr. Alors parce nous, que s'ils l'avaient lu, ici, hein. On l'a lu avec intérêt. voilà. Donc, c'est un rapport qui passe par pertes et profits l'Assemblée de Bretagne, quand même. Alors, Mathieu Guillard, il nous reste quelques minutes. Je me tourne vers notre réalisateur. Allez, 10 petites minutes. J'aurais voulu vous entendre aussi sur les Bretons, parce que finalement, les Bretons, est-ce qu'ils sont prêts pour l'autonomie? Vous imaginez qu'il y aura peut-être des réticences. Il y a des gens qui vont avoir un petit peu peur de l'inconnu, pas forcément être réticents du point de vue politique, mais avoir peur de l'inconnu en disant « Oh là là, mais si demain on est autonome, qu'est-ce qu'on devient? Comment ça se passe? Si je parle pas breton, par exemple, est-ce qu'on va m'envoyer à la frontière bretonne ?» Voilà, je caricature, je force le trait, mais qu'est-ce qui peut se passer demain? Alors déjà, il est bon de rappeler que la langue bretonne, c'est une partie de l'identité bretonne, mais c'est pas la totalité de l'identité bretonne. J'aurais pu parler du gallo aussi, hein, bien sûr. Parler du gallo et tout ça. Alors, les langues, en fait, c'est un aspect de l'identité, mais il y a des gens qui ne parlent ni gallo ni breton et qui sont bretons, et il n'y a aucun problème. L'identité, elle est composée de tout un tas de choses. Quand on habite à Châteaubriand ou à Vitré, c'est des villes chargées d'histoire, mais où peut-être la langue bretonne est moins présente. Donc, bon, voilà, ça c'est juste pour évacuer cette question-là. Après, alors, je pense qu'il faut, par rapport à l'opinion publique, être très pédagogue, parce qu'en fait, l'autonomie, on n'en a jamais autant parlé, donc tant mieux, mais il faut bien la définir. Et là, on voit que souvent, je constate dans le débat public qu'on confond décentralisation et autonomie. L'autonomie, c'est le pouvoir normatif. Donc, c'est encore une fois la norme en Europe, c'est la manière dont des millions d'Européens vivent ça, et ça se passe très bien. Alors, il faut être pédagogue, il faut expliquer, et c'est pas du tout un saut dans l'inconnu, en fait. C'est quelque chose aujourd'hui de tout à fait appliqué dans toutes les démocraties du monde, hein, sauf dans les tout petits pays qui n'ont pas de région, vous voyez, genre Luxembourg. Mais sinon, à partir du moment où il y a des entités régionales, il y a des autonomies. Et c'est aussi l'application de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, donc qui est l'inverse de ce qu'on applique aujourd'hui en France, où on part du haut. C'est un système pyramidal avec Paris qui prend des décisions et ensuite on applique par le bas. Et ça ne fonctionne plus. Donc en fait, le principe de subsidiarité, on part du bas. On règle tous les problèmes qu'on peut régler au niveau le plus bas, en fait, le plus près du terrain. Et tout ce qui ne peut pas se régler au plus local, on monte d'un cran. Donc on va passer au niveau peut-être agglomération, enfin voilà. Après on passe au niveau régional, après on passe au niveau national, etc. Et donc ça fonctionne beaucoup mieux, en fait. Alors c'est peut-être un peu théorique comme ça, dit comme ça, mais ça fonctionne au quotidien et ça permet d'être beaucoup plus efficace parce que plus proche du terrain, donc plus proche vraiment des acteurs du terrain. Et donc ils savent eux en fait quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques, et puis c'est plus transparent aussi, parce que le centralisme c'est l'opacité. Alors j'ai Jean-Paul, un auditeur, qui nous envoie un mot qui dit mais alors qui va nous défendre si demain la Bretagne devient autonome? On n'aura plus l'armée, voilà. Alors il y a peut-être une confusion avec autonomie et indépendance. Alors l'autonomie c'est dans un certain nombre de compétences, l'armée ça c'est autre chose, mais bon, moi personnellement je pense que nous devons construire plus que jamais, et on le voit avec l'actualité de ces dernières années avec l'Ukraine et l'agression russe sur une partie de l'Europe, que en fait il faut construire la défense européenne. Voilà. Je dis pas l'armée européenne, parce que ça je pense que c'est assez utopique, parce qu'il y a des logiques très nationales, etc. Mais au moins la défense européenne, qui n'existe pas malheureusement, et on s'est retrouvé assez démunis face à une agression surprise de Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine, en fait, et qui menace tout un tas d'États membres de l'Union européenne à ses frontières. Donc ça, à mon avis, c'est le genre de sujet qui doit se régler au niveau européen. C'est la même chose pour les frontières extérieures et les migrations. Donc ça, c'est vraiment un sujet typiquement européen.
Les grandes questions d'épidémie aussi au niveau Covid, ça n'a pas bien marché. Quand est arrivé le Covid, il faut que ça se règle au niveau européen. Mais la Bretagne doit y prendre sa part, que ce soit pour l'armée, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les gardes frontières, etc. Enfin, la police des frontières. Il y a une forme de pouvoir régalien, on pourrait le dire comme ça, européen en l'occurrence. Oui, c'est ça, c'est l'Europe fédérale finalement, c'est-à-dire que ça fonctionne comme n'importe quel grand État fédéral, comme les États-Unis. On doit transférer un certain nombre de grands pouvoirs régaliens au niveau de l'Europe. Alors ça, c'est parce qu'il suffit de regarder l'évolution du monde. On voit qu'il y a des grands ensembles régionaux, comme on dit, qui sont en train d'émerger. L'Inde, qui est devenu le pays le plus peuplé du monde devant la Chine. Il y a la Russie, il y a l'Afrique noire, le Nigeria, etc. Des pouvoirs géopolitiques qui changent. Le Brésil, oui, il y a des grandes puissances émergentes comme ça par continent, une ou deux par continent. Et l'Europe, nous, on est tout petit en fait. On est tout petit en surface de territoire et on est tout petit aussi en nombre d'habitants. On est quelques centaines de millions d'habitants et qu'est-ce qu'on va peser ? Je veux dire, d'ici 15-20 ans, le Nigeria va être aussi peuplé que toute l'Europe. Donc, c'est des puissances émergentes, ça. Donc, nous, il faut absolument qu'on s'unisse. L'Europe est toujours plus nécessaire, en fait. On a les élections européennes l'année prochaine. Il faut vraiment qu'on s'unisse tous ensemble et qu'on aille quelquefois au-delà de quelques logiques très nationalo-étatiques, comme ça arrive souvent malheureusement en France. Il faut qu'on aille un peu au-delà et qu'on soit tous unis. Parce que, on le voit, la guerre, on pensait que c'était fini, et puis un peu naïvement, et on voit qu'elle peut être à nos portes. Alors aujourd'hui, c'est la Russie, demain, ça peut être la Syrie, l'Iran, ou un pays africain qui tomberait dans une dictature, etc. Tout est possible, en fait, et c'est vraiment à nos portes. Donc, la question de cet auditeur est légitime. Il faut se poser la question de savoir comment va être notre défense, mais moi, je crois qu'on peut s'intégrer dans une défense européenne de manière tout à fait... harmonieuse et efficace. Je voudrais quand même dire que l'armée française aujourd'hui, elle a été déployée pendant très longtemps en Afrique, et ça, à quoi ça a servi en fait ? On voit que c'est un échec et qu'aujourd'hui l'armée française s'en va. Elle est très impliquée dans le Pacifique. Pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'argent pour avoir autant de bateaux et de présence dans le Pacifique ? Il faut peut-être se recentrer sur l'Europe et ses alentours immédiats dans une logique de coopération militaire européenne. Ce serait certainement plus pertinent en fait. Ce serait une dépense d'argent public plus pertinente. Voilà. Alors il nous reste quelques minutes, 3 petites minutes, ça va aller très vite Mathieu Guillard. Un mot d'un auditeur, Mathias, qui dit et quid de la France dans tout cela? Voilà. La France, elle continue à exister, c'est un État qui continue à exister, mais la France aujourd'hui, elle est omniprésente, Paris est omniprésent, a un poids beaucoup trop important, prend des décisions qui nous pèsent en fait et nous portent préjudice. Donc il faut rétablir un certain équilibre. Donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que la Bretagne est séparée en deux. On a des régions avec des budgets ridicules, mais ridicules. Il faut regarder à quelques centaines de kilomètres le budget du Pays de Galles ou de la communauté autonome de Scadie au Pays Basque. C'est juste incomparable en fait. Et puis il y a l'Europe en fait, qui doit être une Europe. On doit faire l'Europe politique en fait. On a fait une Europe marché, mais il faut qu'on fasse une Europe politique avec une harmonisation fiscale et sociale plus importante. Et là, on aura un véritable équilibre. Donc, la France, il ne faut pas s'inquiéter. Elle est extrêmement riche. Elle défend ses intérêts dans le monde entier. Quelquefois il y a des peurs un peu irrationnelles sur la langue française par exemple. Quelquefois j'entends dire la langue française est en danger. Non, elle n'est pas du tout en danger, c'est la deuxième langue la plus diffusée dans le monde. J'aurais pu prendre 2-3 questions d'auditeurs qui disaient oui mais alors c'est le breton qui devient langue officielle si on ne parle pas le breton. Voilà, ça revient un petit peu à la question du départ. Le fait que le breton soit langue officielle ne pose aucun problème aux gens qui ne parlent pas breton. Simplement il y a une co-officialité avec le français et le breton, donc ça évidemment, alors, bon, ça je n'ai pas le temps de développer, mais de toute façon le seul moyen de sauver la langue bretonne, ça va être la co-officialité. Il n'y aura pas d'autre moyen. Donc voilà, soit après on prend une décision, on prend nos responsabilités. Soit on laisse mourir la langue, soit on fait une co-officialité. Mais une co-officialité, là encore, c'est ce qui existe, c'est la norme dans toutes les démocraties du monde. Ça n'empêchera pas les gens ni de parler français, ni d'être compris. Voilà, simplement, en Bretagne, il y a la langue bretonne qui existe, il y a le gallo qui existe, c'est un fait. Ceux qui ne supportent absolument pas ces langues peuvent aller vivre ailleurs. Je veux dire, non mais voilà, je veux dire, mais je pense pas que ça va les empêcher de vivre. Franchement, je pense pas que ce soit. Je pense que c'est plutôt bien d'être dans un environnement multilingue d'une manière générale
pour le développement cognitif des enfants et pour l'ouverture d'humeur générale. Donc voilà, ça va pas les tuer. Pas d'inquiétude pour nos auditeurs. Allez, une dernière question, c'est moi qui la pose cette fois-ci. Elisabeth Borne, qui est venue à Saint-Malo la semaine passée, lors de sa visite en Bretagne, a refusé la présence du Gwenadu. En tout cas, on lui prête le fait de ne pas avoir voulu que le drapeau breton figure sur les estrades ou près des points d'expression. Ça vous a choqué ? Ça m'a choqué, oui, mais ça m'a pas étonné parce que c'est pas la première fois. Exactement au même moment, elle est à Saint-Malo et Emmanuel Macron était à Ajaccio et il a fait son discours avec le drapeau corse derrière, il y avait aucun problème. Donc non, c'est du mépris, mais ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que si elle se permet de faire ça, c'est parce que la classe politique bretonne est obséquieuse et là à des bénis oui en fait finalement devant les politiques qui viennent de Paris. Alors, eux-mêmes sont assez prisonniers d'ailleurs parce qu'ils appartiennent à des partis politiques parisiens. Donc, évidemment, ils sont dans une logique où ils sont pris dans une carrière où il ne faut pas trop faire de vagues. Donc, ils avalent des couleuvres. Voilà. Mathieu Guillard était avec nous ce matin, il est président du Parti breton. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais là, l'heure c'est l'heure. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée à vous aussi, au revoir. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.